Après plusieurs mois de négociations, le Hamas et Israël sont parvenus à s'entendre sur les conditions d'un cessez-le-feu. Cet accord est une première depuis la fin novembre 2023, lorsque les belligérants avaient acté une trêve d'un peu moins d'une semaine, au cours de laquelle plusieurs otages israéliens avaient été libérés contre justement des otages palestiniens. Tout comme le précédent accord acté le 15 janvier à Doha, au Qatar. Il faut relever que bien sûr ce nouvel accord, entre autres, ce nouvel accord de cessez-le-feu, entre autres, prévoit également la libération de certains otages ainsi que la fourniture d'une aide humanitaire à Gaza, ravagée, on le rappelle, par 15 mois de conflit. Pourquoi maintenant? Quelle chance faut-il d'ailleurs donner à cet accord de cessez-le-feu? Nous tenterons de comprendre cela dans quelques instants. Et puis, nous reviendrons, vous le savez, l'actualité africaine dominée justement par cette visite du côté de Moscou du professeur Faustin Archange Touadéra, qui, comme annoncé, s'est entretenu il y a quelques heures seulement avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État ont discuté de l'État et des perspectives de développement de la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans plusieurs domaines politiques, commerciaux, humanitaires ou encore économiques. À son homologue russe, le président Faustin Archange Touadéra a réitéré que les relations entre Bangui et Moscou sont pratiquement devenues un exemple pour les pays africains. Que retenir de cet entretien? Retour dans cette émission sur les domaines de coopération nécessitant une réflexion commune, selon le président Faustin Archange Touadéra. Et puis, du côté du Bénin, le 25 janvier prochain, une manifestation se tiendra à Cotonou pour réclamer le retrait des forces militaires françaises. Cette initiative, portée par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, vise à dénoncer la présence militaire française perçue comme un facteur d'aggravation des menaces terroristes dans la région. La manifestation prévue intervient dans un contexte de remise en question généralisée de la coopération militaire française en Afrique de l'Ouest, où plusieurs États contestent justement cette présence. Les résultats engrangés également par cette présence militaire. Retour donc sur cet appel clairement lancé du côté du Bénin. Quelle est surtout la pertinence de cet appel lancé par cette Confédération syndicale des travailleurs du Bénin? Bonsoir à vous et bienvenue. Vous faites bien d'être une fois de plus des nôtres. Vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent informations et débats. Vous êtes sur For You Media Africa, votre média panafricain, et c'est votre rendez-vous quotidien. Vous l'avez reconnu, le générique de votre émission, le point sur l'actualité qui démarre à l'instant avec un menu exhaustif ce soir. Nous reviendrons bien sûr sur cet accord de cessez-le-feu trouvé du côté de Doha au Qatar entre Israël et le Hamas, un fait pratiquement inédit. On se pose d'ailleurs la question, celle de savoir quelle chance faut-il donner à cet accord de cessez-le-feu, alors que des raids israéliens d'ailleurs se font entendre, ou du moins ont été enregistrés dans la bande de Gaza. Qu'est-ce qui a bien pu justifier, entre autres, la réussite, ou du moins qu'est-ce qui pourrait justifier la réussite de ces négociations? Pour quelle implication au niveau régional ou encore au regard de la géopolitique internationale, cet accord de cessez-le-feu pourra-t-il avoir entre autres des ramifications? Nous aurons l'occasion d'en savoir un peu plus dans quelques instants seulement, aux côtés de Linda Larbaoui qui est avec nous, mais également aux côtés de nos consultants permanents, donc André Kistel-Fanga qui est sur le plateau avec vous. DP, nous reviendrons largement sur la visite du professeur Faustin Archange Touadéra, les domaines de coopération nécessitant une réflexion commune. Il les a clairement cités aux côtés du président russe Vladimir Poutine, le renforcement de la coopération sécuritaire, mais, ou du moins, devrais-je dire, surtout la coopération économique qui est plus que jamais nécessaire selon le professeur Faustin Archange Touadéra. Nous aurons l'occasion d'écouter dans quelques instants seulement, mais le temps pour moi, messieurs et dames, de vous adresser mes civilités. Bonsoir à vous, DP. Bonsoir, M. Nguélé. C'est un plaisir, n'est-ce pas, d'être sur votre plateau. Vous savez que c'est l'un des meilleurs plateaux qui existent maintenant sur la planète Terre. Je dis bien planète Terre, l'un des meilleurs plateaux parce que discutant des questions, des sujets extrêmement importants qui touchent
pas seulement l'Afrique, mais le reste du monde. Et d'ailleurs, vous avez mis un sujet extrêmement important comme celui d'Israël et le Hamas aujourd'hui. Donc, nous savons tous que l'Afrique est en mouvement et elle doit être en mouvement avec tous ces hommes et tous ces éléments. Et c'est pour ça que nous nous rendons compte que le discours ou bien le narratif que nous tenons ici produit des fruits et que des chefs d'État, des premiers ministres et toute la classe, n'est-ce pas, que ce soit la classe politico-administrative, n'est-ce pas, de l'Afrique, relaie, n'est-ce pas, ce narratif-là un peu de partout. Ça nous réjouit. Et que ça donne des boules, ça donne des nerfs, ça donne des rougeurs, ça donne tout ce qu'il faut à la France et surtout à son chef d'État, M. Emmanuel Macron. Là, nous sommes satisfaits. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur la meilleure des chaînes, actuellement sur la planète Terre. Et salut à vous. Bon débat à nous. Merci à vous, André Kistel Fanga. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes analyste, vous êtes journaliste, directeur de publication de la Dépêche du Midi. Merci à vous. Alors, Linda, nous tenterons également à vos côtés de comprendre les raisons qui ont poussé Benjamin Netanyahou à trouver un accord de cessez-le-feu avec le Hamas. On rappelle que cet accord en question entrera en vigueur à partir du 19 janvier prochain, mais dans les rues de Gaza et partout ailleurs, on a vu une liesse populaire, même si certains raids ont jusqu'ici été enregistrés. On parle bien sûr des raids israéliens. Du coup, on se pose la question, quelle chance faudrait-il donner justement à cet accord? Peut-il s'inscrire dans la durée pour une résolution définitive de ce conflit israélo-palestinien? Peut-être avant de revenir sur la question, Linda, bienvenue tout d'abord. Bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe de For You Media Africa. Je confirme, vous êtes très professionnels parce que quand vous abordez les sujets, vous les journalistes d'Afrique de For You Media, vous restez toujours neutres et ça c'est appréciable. Et bonsoir à vos invités, merci de m'avoir invité. Alors, avant de vous passer la parole, Linda, je voudrais qu'ensemble on puisse tout d'abord prendre cet élément de nos correspondants d'ailleurs du côté de Gaza, revenant justement sur cet accord de cessez-le-feu trouvé du côté de Doha. C'était au Qatar. L'accord devrait inclure le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza, l'échange des corps et la reconstruction de l'enclave. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar a annoncé que l'accord entrerait en vigueur à partir du 19 janvier. L'armée israélienne a annoncé le début des pourparlers, des préparatifs pour accueillir les otages de retour de la bande de Gaza, tandis que le président américain élu Donald Trump s'est félicité sur les réseaux sociaux. Joe Biden, lui, a déclaré que c'est le fruit de son travail. Ce mémorable accord de cessez-le-feu n'aurait pu être conclu qu'après notre victoire historique en novembre, parce qu'elle a signalé au monde entier que notre administration rechercherait la paix et négocierait des accords pour assurer la sécurité de tous les Américains et de nos alliés. C'est l'accord de cessez-le-feu que j'ai présenté au printemps dernier. Aujourd'hui, le Hamas et Israël ont accepté cet accord de cessez-le-feu et ont consenti à mettre fin à la guerre. Nous sommes arrivés à ce point grâce à la pression qu'Israël, soutenu par les États-Unis, a exercée sur le Hamas. Biden, chacun se défend, estimant que c'est grâce à lui que cet accord a bien pu être signé du côté de Doha au Qatar. Donald Trump parle de son arrivée, ou du moins de son retour à la Maison-Blanche, comme étant ce facteur qui aurait donc influencé la donne géopolitique ou encore géostratégique, alors que Joe Biden parle de son plan de paix proposé jusqu'ici. Alors, de votre avis, qu'est-ce qui pourrait bien justifier le fait que Benjamin Netanyahou ait décidé, aux côtés du Hamas, d'acter cet accord de cessez-le-feu qui entrera officiellement en vigueur le 19 janvier prochain? Alors, je ne sais pas si nous avons Linda, je pense que nous aurons l'occasion de la retrouver. On rappelle d'ailleurs que l'accord a été conclu à Doha ce 15 janvier 2024. Un accord inédit d'ailleurs, une première depuis fin novembre 2023, lorsque les belligérants, on le rappelle, avaient acté une trêve d'un peu moins d'une semaine, au cours de laquelle d'ailleurs plusieurs otages israéliens et palestiniens avaient été libérés, tout comme le précédent. On rappelle d'ailleurs que cet accord acté donc ce 15 janvier prévoit l'arrêt des hostilités, l'échange des
détenus, ainsi que la fourniture d'une aide humanitaire à Gaza, ravagée par 15 mois de conflit. Alors, est-ce que Linda Larbaoui nous a retrouvés? Alors Linda, je suis revenu sur les sorties des présidents, ou du moins du président américain Joe Biden, du président actuel américain Joe Biden, qui parle, entre autres, ou du moins qui situe cet accord de cessez-le-feu dans le cadre de son plan de paix proposé il y a quelques mois. Du côté du Moyen-Orient, ceci par le biais des multiples tournées de son chef de la diplomatie, Anthony Blinken, alors que de l'autre côté, en face, nous avons le président entrant, Donald Trump, lui qui se vante, estimant que ce serait d'ailleurs son retour qui aurait influencé les positions des principaux belligérants. Alors, quelle explication faut-il donner à cet accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas? Faut-il donner beaucoup plus de chance à cet accord de cessez-le-feu, contrairement au précédent qui avait duré à peine une semaine avant d'être violé? Le précédent ne devait pas durer plus d'une semaine. C'était respecté. Donc, c'était pour qu'il y ait un premier échange de prisonniers et voir comment on pouvait évoluer dans la suite. Et c'est à partir de là, justement, que les Israéliens et les Américains ont décidé de mener une guerre intensive contre Gaza. Voilà. Et c'était pour voir aussi, parce que ce qui n'a pas été dit, c'est qu'il y avait une négociation avec les chefs arabes, les chefs des pays arabes. Et ce sont les chefs des pays arabes, d'ailleurs ça a été dénoncé, qui ont demandé à ce qu'on termine avec Hamas. C'est malheureux à dire, mais c'est ça la réalité. Donc, il y a Ben Salman qui est dedans, et il y a Ben Zaïd qui est dedans, il y a le roi de Jordanie, et il y a également Sisi qui avait demandé à ce qu'on extermine Hamas. Hamas, on ne peut pas exterminer. Hamas, c'est une idée, Hamas. C'est une idéologie, aller jusqu'au bout de l'indépendance de Gaza. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Réellement, c'est Trump qui a fait en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu. Trump ne veut pas arriver à la Maison-Blanche et qu'il y ait encore des conflits armés. Les États-Unis sont très très mal à tous les niveaux, surtout au niveau des armes américaines qui sont dépassées par le temps. On l'a vu avec les Houthis, on l'a vu aussi avec le Hezbollah, on l'a vu avec Hamas et on l'a vu bien avant avec la Russie en Ukraine. Donc les Houthis sont capables de démolir carrément un porte-avions. Ils ne le font pas, ils ne font qu'endommager des porte-avions. Et puis, ils ne vont pas jusqu'à la démolition parce qu'ils ne veulent pas faire honte aux États-Unis. Les États-Unis ont gardé leur hégémonie par rapport à ces porte-avions, donc les Houthis ne veulent pas aller au-delà de ce qu'ils sont en train de faire. Si jamais la situation s'aggrave, je suis persuadée qu'ils le feront, ça c'est sûr. Ils le disent tout le temps, ils le répètent tout le temps. Donc, pour revenir à ce qui est en train de se passer, ce cessez-le-feu pourrait tenir. C'est une victoire pour les Palestiniens, c'est une sacrée victoire. Ce qui est méconnu aussi dans l'histoire des Palestiniens quand on leur reproche de ne pas se défendre, c'est faux. Le statut de Gaza est un statut très particulier. Gaza normalement, elle est sous l'administration de l'État égyptien. Quand il y a eu Camp David, sans consulter le peuple palestinien, à l'époque, Anwar Sadat, il a cédé l'autonomie de Gaza à Israël. Il a signé un traité de paix avec Israël en prenant compte le territoire gazaoui sans consulter le peuple palestinien. C'est toujours l'Égypte qui parlait au nom des Palestiniens et pour les Palestiniens. C'est l'Égypte qui décidait du sort du peuple palestinien. Il est vrai que la Gaza est détruite complètement. Il y a eu beaucoup de morts. Je pense, là, on parle, quand j'écoute les chaînes arabes, on parle de à peu près, avec les disparus, on est à 70 000 morts, plus les disparus, et plus il y a 100 000 blessés. Donc le prix est énorme, mais par contre, pour la première fois de l'histoire des Palestiniens depuis l'occupation de leur territoire et la création de l'entité sioniste en 1948, c'est la première fois que ce sont des Palestiniens qui négocient. Ils n'ont rien cédé à ce que Smaïl Haniyeh, paix à son âme, avait signé.
il était hors de question de céder quoi que ce soit. Cet homme a payé de sa vie. Hassan Nasrallah a payé également de sa vie par rapport à une feuille de route et un cessez-le-feu qui devait se mettre en place. Par contre, les Palestiniens ont rajouté une chose. Ils ont rajouté le corps de Senwar, de Yahya Senwar. Ils le veulent absolument. Israël voulait le jeter dans la mer. Ils se sont opposés à ça. Donc, dans la négociation qui a été tenue, il est question de récupérer le corps de Yahya Senwar pour qu'il soit enterré. Et il est hors de question qu'il y ait les Émirats arabes ou l'Égypte, voire encore la Jordanie, qui viennent administrer le territoire. C'est terminé, c'est le peuple palestinien aujourd'hui, d'autant plus que le tribunal international a reconnu le génocide et on reconnaît le peuple palestinien. Donc c'est une grande réussite pour le peuple palestinien. Le prix a été chèrement payé, certes, mais la liberté se paye. Et je les félicite d'avoir récupéré la parole et c'est eux qui seront représentés par eux-mêmes et c'est ça qui est important. Mais alors, est-ce que Benjamin Netanyahou, Linda Al-Arbaoui, ne sort-il pas fragilisé tout de même, puisqu'on connaît, entre autres, ou du moins nous avons toujours à mémoire les propos tenus le 7 octobre 2023 lorsqu'il nous disait qu'il ira au bout. Il voulait exterminer tous les Palestiniens, entre autres, ou du moins le Hamas. Là, on s'est rendu compte que sur le plan international, les dynamiques ont clairement bougé au fur et à mesure. On a l'impression que certains partenaires se sont désolidarisés de lui de façon progressive jusqu'à l'arrivée de Donald Trump. Vous parlez d'une victoire des Palestiniens, mais peut-on parler justement d'un échec lamentable d'ailleurs de l'administration Netanyahou? Sinon, peut-on, sur le plan international, tirer toutes les conséquences nécessaires d'ailleurs de ce conflit avec les morts, les décès, les dégâts matériels enregistrés jusqu'ici. Vous avez parlé de plus de 60 000 morts côté palestinien. C'est énorme. Il y a ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui pèse sur Benjamin Netanyahou. Et qu'est-ce qu'on fait après l'entrée en vigueur ou du moins au lendemain, qu'est-ce qu'on fera au lendemain du 19 janvier prochain après l'entrée en vigueur justement de cet accord de cessez-le-feu? On tire un trait sur ce qui s'est passé, on oublie, sans toutefois inquiéter Benjamin Netanyahou? Non, je ne pense pas. L'humanité a changé. Il y a une année, quand les Israéliens ont coupé l'eau, ont coupé Internet, ils ont tout coupé, l'électricité. Et dans l'obscurité totale, ils ont commencé à bombarder des hôpitaux, des écoles où s'étaient réfugiés les gens. Là, le récit des Occidentaux, les droits de l'homme, la démocratie, la défense des minorités, la défense de la femme, tout ça est tombé, c'est terminé. Le monde ne sera plus jamais le même. Ça fait 1 an que je le dis. Maintenant, on va découvrir les horreurs qu'ont commis ces Khazars qui se prétendent de peuple élu, les meilleurs, la plus grande démocratie du Moyen-Orient. C'est là où nous allons découvrir le visage de ceux qui sont venus des pays de l'Est, prétendant que c'est leur terre et que c'est une terre sans peuple. Donc qui est en train de se battre si c'est une terre sans peuple? C'est le récit qui a été construit entre 1945 et 1948 qui est en train de s'effondrer complètement. Les Juifs khazars ne sont pas des sémites. Ça, maintenant, les gens le savent. Moi, je regarde sur les réseaux sociaux, et les gens commencent à découvrir ce que c'est qu'un sémite et celui qui ne l'est pas. Le Palestinien est sémite. Le Palestinien, il est cananéen. Alors que celui qui vient de la mer Caspienne et qui est converti ne l'est pas. Donc il y a tout ce récit qu'on nous a vendu. On a détruit la Libye, la Syrie, l'Irak au nom de la démocratie, au nom de la liberté. Mais elle est où la démocratie à Gaza? Elle est où la liberté à Gaza? Elle est où la minorité chrétienne et ses droits à Gaza? Donc tout ça fait que tout s'est effondré, le monde changera. Je l'ai toujours dit, c'est à partir de Gaza qu'il y aura le nouveau monde qui va se dessiner. Il prendra forme ailleurs, mais c'est à partir de Gaza qu'il est dessiné ce monde. Netanyahou est effondré. Aujourd'hui, cette entité, elle a su. Votre micro a été désactivé, Linda. Les Allemands sont en train de travailler là-dessus pour dire, vous voyez, on leur a fait la guerre, voilà pourquoi. Ça a été dit par les Allemands ces derniers temps. Ils sont en train de le dire, les Allemands. Ils sont en train de se justifier par rapport à ce qui s'est passé en 1945. Donc cette guerre,
Elle ne peut pas donner crédit à Israël, surtout pas à ces gens qui sont venus du monde entier prétendant qu'ils sont c'est le peuple élu et le peuple le plus émancipé du monde. C'est terminé ça. On partira sur autre chose. Et puis le peuple palestinien maintenant a réussi à prouver au monde entier que l'Occident est sauvage. L'Occident n'a aucune civilisation. Il n'a aucune humanité et tout ce que cet Occident fait, c'est nous monter des histoires pour venir nous occuper, c'est tout. Merci à vous, Lida. Si l'accord en 3 phases se concrétise, les armes devraient donc commencer par se taire à partir du 19 janvier à 12h15 précise, heure locale, heure de Gaza, entre autres, pour une première période de 6 semaines. Dans le même temps, l'armée israélienne doit retirer ses troupes de la bande de Gaza. De quelle zone exactement, ce n'est pas encore tout à fait clair, mais le Qatar, hôte d'ailleurs des négociations, a parlé des zones densément peuplées de l'enclave palestinienne, une mesure qui permettrait notamment aux habitants du nord réfugiés au sud de regagner leur maison au plus tôt de ce qu'il en reste. Et puis des centaines de prisonniers palestiniens détenus d'ailleurs, ou du moins otages, prisonniers, c'est comme vous voulez, détenus en Israël, doivent par ailleurs être relâchés en échange d'ailleurs de la libération de 33 otages, entre autres aux mains du Hamas, selon l'accord en question, en priorité des enfants, des femmes, des blessés et des malades. Enfin, les organisations humanitaires doivent de nouveau pouvoir accéder progressivement à l'enclave palestinienne et ainsi fournir aux Palestiniens des vivres, des médicaments et d'autres produits de première nécessité en quantité bien plus importante que par le passé. Et puis, revenant toujours dans le contenu justement de cet accord, suivrait ensuite une deuxième phase avec la libération des otages restants et le retrait complet des forces israéliennes. On rappelle qu'actuellement, 98 otages sont toujours entre les mains du Hamas, mais on ignore combien sont d'ailleurs jusqu'ici, ou du moins, devrais-je dire, côté israélien. Voilà donc pour ce qui est du moins, revenant sur quelques phases, la phase 3, quant à elle, serait le début des projets de reconstruction, perspective encore très lointaine, et la restitution des corps des otages tués durant bien sûr leur captivité, entre autres. Donc voilà, décliné 3 principales phases de cet accord de cessez-le-feu. Vous saluez justement cet accord, Linda Larbaoui, estimant que c'est une victoire pour le peuple palestinien. Je pense que nous aurons largement l'occasion d'en parler prochainement. On va, d'ici d'ailleurs le 19 janvier prochain, on va scruter de très près le comportement ou encore l'attitude des principaux belligérants, comment Israël va se comporter vis-à-vis du peuple palestinien, ainsi de suite. De toutes les façons, nous aurons l'occasion d'en parler très très prochainement. L'occasion pour nous, messieurs, d'évoquer cette visite de travail qu'effectue actuellement le professeur Faustin Archange Touadéra du côté de la Fédération de Russie, reçu ce jeudi 16 janvier 2025 par son homologue russe Vladimir Poutine. Les discussions entre les deux chefs d'État ont largement porté sur les relations de coopération entre Moscou et Bangui. Nous sommes revenus, ou du moins le président Faustin Archange Touadéra est revenu sur les domaines de coopération nécessitant une réflexion commune. Il a parlé de la coopération sécuritaire, mais il a mis un accent particulier sur le renforcement de la coopération économique entre le Centrafrique et la Fédération de Russie. Écoutons le professeur Faustin Archange Touadéra. Au cours de cette visite, je souhaite évoquer avec votre Excellence les sujets qui me paraissent prioritaires et qui peuvent faire l'objet d'une réflexion commune, à savoir la coopération dans le domaine de la sécurité, le domaine de la coopération économique, le développement de la coopération économique, notamment sur l'agriculture, les mines, l'énergie et l'élevage. Dans le domaine sécuritaire, des progrès considérables ont été accomplis dans la restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, l'armée formée par les instituteurs russes est une force puissante qui poursuit et détruit les terroristes et autres criminels sur le territoire de la République centrafricaine. Nous voulons continuer à travailler pour renforcer la sécurité à l'intérieur du pays, aux frontières de la République centrafricaine,
d'où viennent souvent les menaces, en collaboration avec des spécialistes russes qui se sont révélés être de véritables professionnels de la guerre et de braves guerriers. Pour dynamiser et accélérer les résultats de cette coopération, plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés, notamment l'intensification de la formation continue et pratique des FACA, le renforcement des capacités des forces de défense et sécurité par la livraison de matériel militaire avancé. Dans le domaine économique, nous sommes résolus à promouvoir des partenariats solides dans les domaines clés, notamment l'agriculture, l'énergie, les mines. Dans le domaine de l'agriculture, la République centrafricaine a un grand potentiel agricole. La superficie des terres agricoles est plus de 15 millions d'hectares. Le peuple centrafricain est travailleur et prêt à développer le secteur agricole, mais il manque de spécialistes expérimentés et de matériel agricole. Nous souhaitons que des investisseurs de la Fédération de Russie investissent dans des projets agricoles et d'élevage. Cela peut également contribuer à la diversification des importations en Russie de cultures telles que le coton, l'huile de palme et les arachides. Nous pensons que la Russie peut fournir des machines agricoles et du matériel, ainsi que des technologies pour l'introduction de l'agriculture intensive, pour, par exemple, la canne à sucre et le coton, ainsi que d'équipements spéciaux tels que les véhicules spécialisés, nécessaires au transport des produits agricoles. Dans le domaine des mines, la République centrafricaine regorge d'énormes ressources stratégiques et minières encore inexploitées. Je me réjouis de la signature par nos ministres des Mines et de l'Agriculture des protocoles d'accord et en vue de redynamiser notre coopération dans ces deux domaines. Alors, renforcement des capacités opérationnelles des FACA, les forces armées centrafricaines, mais surtout le renforcement, ou du moins la redynamisation de la relation de coopération économique axée sur trois aspects possibles: agriculture, énergie et mines. Alors, André Kisefanga, sommes-nous en train de franchir une étape significative dans le renforcement des relations de coopération entre Bangui et Moscou, puisque jusqu'ici on se limitait au simple aspect militaire, mais quand le président vous dit qu'aujourd'hui on n'a plus que jamais besoin de l'expertise de la Fédération de Russie, que ce soit dans l'amélioration de l'agriculture du côté du Centrafrique, la signature de la convention entre les deux pays sur l'exploitation des mines, entre autres, mais également il relève clairement le fait que l'apport justement des spécialistes russes pourrait donner, entre autres, un souffle nouveau à l'économie centrafricaine. Alors, sommes-nous en train de franchir une étape significative dans cette relation de coopération? Exactement, M. Nguéné. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on demandait. On demande simplement que les projets et les plans et comment dire ça, les besoins de la République centrafricaine puissent être exposés de manière claire, n'est-ce pas, à la Fédération de Russie. Et ça a été fait. Et ça, on peut en tirer un coup de chapeau au président Faustin-Archange Touadéra, d'avoir pris le temps de mettre, n'est-ce pas, de tout lister et de poser, et de manière directe. Parce que, vous savez, quand vous traitez avec souvent des intermédiaires, parce que ça a été souvent ça le problème avec certaines coopérations ou bien certaines conventions et tout le reste, parce que des intermédiaires ne partent pas justement présenter tout ce qu'il faut pour le bien-être, n'est-ce pas, de ce pays ou bien de ce que vous souhaitez. Aujourd'hui, nous voyons en direct, n'est-ce pas, entre le président Vladimir Poutine lui-même en personne et le professeur Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. C'est très pertinent ce que vous dites, puisque on a certains qui disent qu'il n'avait pas besoin d'exposer tous les besoins de cette façon devant le président russe, Vladimir Poutine, et que la délégation, ou du moins la délégation des ministres qui l'accompagnent durant les séances de travail avec la délégation russe pouvaient entrer beaucoup plus dans les détails, mais pas le dire de cette façon, et de façon directe au président russe Vladimir Poutine. Monsieur Nguéné, c'est pas aujourd'hui que
le Centrafrique rencontre la Fédération de Russie. Mais vous avez vu qu'il y a eu des balbutiements jusqu'à un certain niveau. Parce que dans l'administration centrafricaine, il y a des pro-français. Ah bon? Il y a des éléments de la France-Afrique. Ça, c'est vrai, ça, André? Mais c'est vérifié et vérifiable. Il y a des ministres qui prenaient des décisions à l'encontre de la volonté du président. Bon, parlons peu, parlons vrai. Le dernier événement qui se produit actuellement en Centrafrique, n'est-ce pas? Le président de la République adoube son manager sélectionneur, n'est-ce pas, de l'équipe nationale de la RCA. Mais un président de fédération dit que jamais, je dis bien le président de la République lui-même en personne, remet le maillot, n'est-ce pas, à Rigobert Song. En fait, il y a un échange, n'est-ce pas, cordial entre le manager sélectionneur et le président de la République. C'est la plus haute institution. Ce n'est pas où, peut-être au Cameroun, on pourrait dire que sur haute instruction. Mais je dis bien en direct, nous le voyons. Le président de la République en entretien, il félicite le nouveau sélectionneur manager. Mais des individus dans la République disent que non. Donc vous imaginez si dans le domaine du sport, ça peut se faire comme ça. Imaginez-vous dans les projets économiques, dans les plans d'ajustement structurel, dans les financements, dans les programmes, n'est-ce pas, qui peuvent aider le Centrafrique à sortir de ce désordre-là. La preuve en est. Il y a eu des gens, le président a donné, n'est-ce pas, certaines instructions. Oui. Le Sango est où? Ça balbutie. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a eu des choses qui ont été prises, mais qui n'ont pas abouti. Parce qu'en réalité, il y a des pesanteurs, il y a des instruments, n'est-ce pas, des éléments perturbateurs de cette politique-là de coopération avec la Fédération de Russie, parce que la plupart sont affiliés ou à la France ou aux États-Unis. Donc, le président de la République, lui-même, en tant que diplomate, n'est-ce pas, porte-parole de son État, de son pays, le VRP de son pays, n'est-ce pas, devait normalement juste poser le problème directement, parce que vous pouvez, les ministres peuvent en discuter, mais finalement, ça n'arrive pas chez le décideur final. C'est-à-dire, OK, monsieur le président, voici ce que nous avons discuté en comité, n'est-ce pas, restreint des ministres et de ceci. Oui. Et en fait, ils peuvent éliminer beaucoup de choses. Alors qu'ici, si la Fédération de Russie ne réagit pas favorablement, on saura quand même que le professeur Hakan Touadéra avait posé le problème à la personne la plus indiquée. Et je pense que c'est ce que la Fédération de Russie aussi attendait. Parce que, en réalité, pour qu'elle puisse coopérer avec nos États, il faut que nous leur exposions aussi véritablement les problèmes que nous avons. Parce que si vous exposez, par exemple, les problèmes énergétiques, comme ça a été dit là, parce que vous avez parlé de mines, le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est les problèmes énergétiques. C'est pour ça qu'il faut travailler pour qu'on ait de l'énergie. Il faut qu'on ait de l'énergie pour avoir la capacité de transformer. Ne serait-ce que par exemple le bois. On peut construire des maisons avec du bois. On peut avoir des écoles bien fournies. On peut avoir, n'est-ce pas, beaucoup de choses à partir de la transformation du bois s'il y a une industrialisation du bois chez nous. Des meubles de qualité et tout le reste. Donc, vous voyez que le problème énergétique est un problème extrêmement important, surtout pour un pays en construction comme le Centrafrique. Et le professeur Hakan Touadéra l'a exposé clairement en disant, nous avons des problèmes énergétiques. Il faut une coopération dans ce sens-là. En dehors de la coopération militaire, de la coopération d'agriculture et tout ça. Et même au-delà, qu'on va avoir des coopérations, il faut qu'on ait des gens qui vont nous aider, n'est-ce pas, que ce soit dans la formation, pas seulement des militaires, même dans la pratique de l'agriculture. Oui. Il faut des gens qui vont nous aider justement pour que l'agriculture soit modernisée. Il a parlé de l'expertise russe, ainsi que des investissements russes dans l'agriculture, le professeur Faustin Archange Touadéra. Mais parce qu'il sait que la Fédération de Russie, en matière d'agriculture, est un champion. Et surtout qu'il y a un élément extrêmement important pour l'agriculture, c'est justement les engrais. Vous savez que les engrais, la Russie, pour que vous puissiez avoir une véritable industrie agricole, il faut les engrais. Et la Russie en possède donc et a de l'expérience, a de l'expertise. Et donc, le Centrafrique peut devenir un très grand producteur, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. Il a parlé du coton directement, par exemple. Donc,
il y a des terres arables, n'est-ce pas, en Centrafrique, capables, n'est-ce pas, d'accueillir tout genre de culture, et donc l'expérience russe ou bien les investissements russes. Et vous savez pourquoi il le rappelle, les investisseurs, il rappelle que les investisseurs russes doivent venir parce que la plupart des investisseurs russes ont des difficultés. Ils ont investi en Europe, ils ont investi un peu de partout, et leurs avoirs ont été gelés. Et on leur donne la possibilité maintenant de dire, mais il y a des terres chez nous, il y a tout ce que vous pouvez, n'est-ce pas. Ben, c'est pour moi l'occasion ici d'appeler Roman Abramovich, n'est-ce pas, de venir financer, par exemple, certains clubs de football chez nous en Afrique, ou bien les acheter. Merci à vous, André Christelle Fanga. Quelques points forts, ou du moins quelques déclarations fortes, d'ailleurs, du professeur Faustin Archange Touadéra à son homologue, ou du moins aux côtés de son homologue russe Vladimir Poutine. Bangui reste reconnaissant vis-à-vis de la Russie pour les livraisons de céréales et de carburant, ainsi que pour le soutien de la levée de l'embargo sur les exportations de diamants et surtout sur l'embargo sur les armes, entre autres. La coopération entre la République centrafricaine et la Russie est devenue clairement un exemple pour les pays africains. Grâce au soutien de la Russie, la République centrafricaine, ou du moins devrais-je dire le Centrafrique, a pu éviter une guerre civile en 2021. Bangui poursuivra sa lutte contre le terrorisme avec le soutien de la Russie. Et le dernier point, la République centrafricaine est intéressée d'ailleurs par les investissements en russe, notamment dans l'agriculture. Alors, sans filtre, Patient Parfum d'Homme, bonsoir à vous tout d'abord, doyen. Sans filtre, il n'y est pas allé par 4 chemins pour clairement exposer les besoins de son pays à la Fédération de Russie. Ceci traduit d'ailleurs une parfaite connaissance justement de ces besoins en question. Mais le fait marquant, contrairement à ce à quoi on assistait les années précédentes, c'est qu'aujourd'hui, le dirigeant centrafricain est de plus en plus conscient qu'il faudrait qu'on franchisse clairement une étape, qu'on sorte du simple aspect militaire pour explorer le domaine économique. Ça, c'est l'un des points essentiels qu'il faudrait forcément tirer de ce tête-à-tête. Commençons d'abord par féliciter le président Faustin Archange Touadéra. Il démontre une fois de plus qu'il a un agenda bien précis, il a une vision bien précise, et il tient compte de l'évolution de la situation d'abord en Centrafrique et dans le monde pour ajuster, pour mieux définir, pour mieux préciser la pensée du type de coopération qu'il aimerait avoir avec la Fédération de Russie. Félicitations à lui aussi parce qu'une fois de plus, c'est une victoire qu'il vient d'avoir sur tous les délateurs qui estimaient qu'il n'avait pas, j'allais dire de manière libre, de manière objective et franche, choisir son camp. Pour vous, il a choisi son camp, mais oui, il conforte tout simplement sa position. Sa position et sa vision d'abord d'un leader qui est indépendant, qui est libre, qui sait où il faut aller pour négocier quoi. Qui sait ce dont son peuple a besoin et qu'il faut, vers quelle destination il faut s'orienter dans le cadre de renforcement de ce type de coopération. Mais j'ai aussi vu l'atmosphère détendue. Vous aurez, à l'entame de cette vidéo, l'attitude du président Poutine. Il vient, il est détendu, il est tout heureux. Ça veut dire qu'il reçoit un ami. Ce n'est pas la longue table. C'est même la poignée de main. C'est une poignée de main. Très proche, hein. Quand on regarde on sent qu'il y a vraiment une complicité entre les deux chefs d'État. Et c'est ça qui est très important. Donc, il est très détendu, en rigolant pratiquement. On a l'impression qu'il s'apprête à danser. Voilà. Je reçois un ami, je reçois quelqu'un qui m'est proche, mais je reçois quelqu'un chez qui j'ai pu démontrer aussi la fraternité russe vis-à-vis du peuple africain, en apportant la paix et la quiétude pour les peuples de cette région. Et le président Faustin Archange Touadéra, je pense qu'il a le droit d'insister sur ces points-là, parce qu'il a passé sur notre étape. Vous ne pouvez pas parler de tout ce que le président a parlé là, en termes de projection de développement économique, si vous n'avez pas la sécurité. Maintenant que la sécurité est plus ou moins acquise, on demande tout simplement à la renforcer. Il a dit quelque chose de très important en parlant de l'acquisition d'armes
russes d'un niveau très élevé. Oui. C'est-à-dire qu'on monte, en grade du point de vue de la constitution de l'armée centrafricaine. Le renforcement des opérations, voilà. des capacités Maintenant que l'armée est là, Fatah. maintenant que l'armée est prête au combat, il faut qu'on monte maintenant par l'acquisition des armes qui sont d'un certain niveau parce que l'armée pourra enfin les utiliser, Oui. mais aussi peut-être en prendre soin de manière convenable. Donc là, on va dans quelque chose de très important. Mais une fois de plus, on va bien constater que le président, le professeur Faustin Archange Touadéra, Oui. il cible les secteurs importants Oui. où il estime que l'expertise russe, où il estime que l'apport du financement russe Oui. peut être très important. Agriculture, mines, énergie, principalement les trois aspects, ou du moins les trois domaines évoqués par le professeur Faustin Archange Touadéra. On reviendra un jour à la fin de la guerre d'Ukraine sur le bilan pour qu'on fasse vraiment une véritable émission, même sur plusieurs heures, Oui. sur quels étaient les objectifs des Occidentaux en allant provoquer cette guerre en Ukraine. Vous allez voir, et c'est là où l'Afrique est importante depuis un certain temps, que l'un des objectifs clés, c'était les questions économiques, les questions de l'acquisition de certains minéraux Oui. qui font défaut aujourd'hui à l'Occident, et certains minéraux dont l'Occident est obligé même de se rapprocher de la Chine et de la Russie pour pouvoir les avoir. Or, en Ukraine, ces minéraux-là existent. En Ukraine, il y a la question des terres agricoles qui produisent vraiment avec des rendements très élevés, Oui. qui existent. Donc, le président Faustin Archange Touadéra dit à Poutine, mais nous avons, nous aussi, la panoplie, toute cette panoplie de choses qui peuvent vous intéresser à plusieurs plans pour continuer de grandir. Ce n'est pas pour rien qu'on veut prendre le Canada, ce n'est pas pour rien qu'on veut faire une PA sur le Groenland, ce n'est pas pour rien qu'on veut prendre le Panama non plus. C'est parce que les autres voient plus blanc. Donc je dis que là, une fois de plus, le professeur Faustin Archange Touadéra, au-delà des youyou et des morsures de pitbull, bon, de certains panafricains. Parce qu'il a reçu des coups. Hein, oui, il faut le dire. On voit bien qu'il est méthodique, il est sérieux, il sait où va, il connaît les difficultés de son pays, connaît les limites de son pays, Oui. et il estime que le moment est arrivé pour passer à une autre étape. Et ça, je suis content de le dire, là, tout ce projet ne pourra aboutir de manière convenable dans une réussite vraiment qui fera le bonheur de tous, Oui. que si l'environnement de la sous-région est mieux assaini, que si la coopération au niveau de la sous-région est mieux renforcée. Je sais que je peux vous le dire. Vous avez parlé des engrais et des céréales que la Russie, que la République centrafricaine a reçu, dont de la Russie. Oui. Je peux vous dire qu'une partie des céréales sont venues presque de manière brute. Il fallait des minotiers pour les transformer en farine de blé. Et la solution s'est trouvée aussi au port de Douala. Pour vous dire la nécessité de l'imbrication des intérêts et des destins même de développement des pays de la sous-région. Donc, une fois de plus, le professeur Faustin Archange Touadéra peut-être, on a l'impression qu'il parle seulement pour la République centrafricaine. Oui. Mais un cercle vertueux, à partir de ces orientations, ces objectifs économiques qu'il a bien dessinés et déclinés là, peut se produire et doit se produire et ne va pas seulement profiter à la République centrafricaine, mais à l'ensemble de la sous-région qui verra vraiment ces nouvelles innovations et orientation économique tirer vers le haut complètement l'ensemble de nos économies moribondes qui pour l'instant ne parvient pas encore à décoller, surtout au niveau de la sous-région pour des raisons évidentes que nous connaissons, parce que nous sommes encore assujettis à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, au financement des pays impérialistes que nous connaissons. Donc bravo une fois de plus au président Faustin Archange Touadéra. Patient parfum d'homme a souvent été taxé je ne sais pas comment le thème que je peux employer, mais parce que moi je vois l'homme, je vois la vision, je vois la difficulté de ce pays qu'on appelle la République centrafricaine, je vois les efforts qui sont produits pour tenter de déplacer les curseurs au niveau de ce pays, et je continue de dire au peuple centrafricain, vous avez un véritable leader.
il est grand temps pour vous de continuer à être, n'est-ce pas, le véritable socle granitique, comme l'on dit chez nous au Cameroun, de soutien à ce leader-là, parce qu'il sait où il va et il sait le tempo et le timing qu'il faut avoir pour cueillir certains fruits de cette réflexion mûrement réfléchie de sa part pour sortir la Centrafrique de cet état de misère et de pauvreté dans lequel il baigne depuis très très longtemps. Alors, Linda Larbaoui, à quoi fait-il allusion, le professeur Faustin Archange Touadéra, quand il soutient Mordicus aux côtés de son homologue, que la coopération entre le Centrafrique et la Russie est devenue aujourd'hui un exemple pour tous les pays africains? C'est bien M. Archange Touadéra qui a fait appel à la Russie en premier, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça a été même avec un conseil de M. Hollande à l'époque. Hein. Ça, il faut rappeler l'histoire, elle est anecdotique. Donc, réellement, oui, il a donné l'exemple. Et le fait d'avoir stabilisé un petit peu le pays, le fait d'avoir, je le dis un petit peu, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, hein, et le fait aussi de s'être approché de la Russie par rapport à d'autres projets que la sécurité, il a donné l'exemple, bien évidemment. Après, ça a été suivi, bien sûr, par le Mali, par le Burkina et par le Niger. Mais au départ, ça, il ne faut pas lui enlever. C'est lui qui s'est rapproché en premier de la Russie. Maintenant, ce que la Russie peut lui apporter, elle peut apporter énormément à la Russie. Hein. La Russie, contrairement à ce qu'on pense, pour moi, personnellement, c'est la plus grande armée du monde. Parce que l'armée américaine, c'est l'OTAN. Ce n'est pas que l'armée américaine. Mais on voit que les Russes, ils font la guerre à l'OTAN. Et l'OTAN n'arrive pas au bout de cette guerre. Au niveau de l'agriculture également, il y a une véritable réussite. Depuis 2014 à maintenant, la Russie, elle a une sacrée expérience dans tout ça. En plus, ils ont doublé de ce qu'ils faisaient depuis 2014. À tous les niveaux, la Russie peut être un exemple et elle peut apporter de l'aide. Il peut y avoir des investissements également, des investissements qui peuvent servir à l'Afrique. Maintenant, le problème des Africains, et je parle également de l'Algérie. Quand je dis Afrique, l'Algérie aussi, il y a ceux qui pensent que je réfléchis différemment. Le problème des Africains, c'est que quand on négocie, parfois, on négocie avec le cœur. Et je pense que M. Archange, avec tout ce qu'il a pu vivre hein, depuis qu'il est à ce poste, il a dû réfléchir mûrement et il est beaucoup plus pragmatique qu'au départ et les Africains devraient être encore beaucoup plus pragmatiques également, visionnaires dans le temps et avec une certaine stratégie. Parce que là, si on s'attaque à l'agriculture, si on s'attaque à l'énergie, si on s'attaque à tout ça, il faut davantage de sécurité. On ne peut pas développer l'énergie s'il n'y a pas une sécurité derrière. On ne peut pas développer aussi l'agriculture s'il n'y a pas une sécurité derrière. Vous savez, les sociétés comme Cargill et d'autres, des sociétés américaines, elles sont impliquées dans je dirais, des feux pour brûler des champs, la destruction de pas mal d'arbres fruitiers aussi dans le monde pour continuer à avoir le monopole. Donc il faut faire attention à tout ça. Nous l'avons subi, nous aussi, en Algérie en 2021. 73 feux ont éclaté d'un seul coup, c'était des feux criminels. Je cite l'Algérie parce que c'est un pays africain et ça donne l'exemple sur ce qui pourrait arriver. Il y a eu aussi en Tunisie des feux qui ont brûlé non seulement des oliviers, mais aussi des dattiers. Donc, il faut une sacrée sécurité et il faut aussi ce qui va avec. Si jamais il y a des feux qui éclatent, et ben, ce qui peut éteindre également. Donc, la Russie, de ce côté-là, elle peut apporter son aide. Je ne sais pas si M. Touadéra, eh ben, il inclut dans tout ce qu'il a abordé, il inclut également la sécurité, la formation de militaires, la formation aussi de pompiers, la formation, il faut que ça aille avec. Et moi, je le félicite parce qu'il a su quand même stabiliser un petit peu le pays, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, alors que c'est l'un des pays les plus riches en matières premières. L'Afrique est en bonne voie. Aujourd'hui, nous avons d'autres alternatives que de nous adresser à cet Occident, hein, cet Occident otanien
qui ne faisait que piller. Aujourd'hui, nous avons d'autres partenaires. Il y a la Chine également. Eh bien, j'aimerais bien le voir faire un déplacement en Chine. Les Chinois, ils peuvent apporter énormément, d'autant plus que c'est les Chinois qui sont en train d'investir dans la route de la soie. Et la route de la soie est importante pour l'Afrique. C'est des infrastructures qui vont permettre aux Africains de commercer entre eux. Le Mali, très riche en coton, il pourra vendre son coton, je ne sais pas, en Tunisie, en Algérie. La Tunisie, qui est le premier producteur de l'huile d'olive, pourra vendre son huile d'olive au Niger. Donc c'est avec des infrastructures comme ça qu'on pourra aussi aller plus loin et doubler le PIB d'un pays. Donc j'aimerais bien... ça, c'est un souhait, de voir M. Touadéra aller faire un voyage en Chine également. Et ça va créer un certain équilibre. Avoir un seul partenaire, pour moi, ce n'est pas bon. Et par rapport à ce que j'ai appris par la géopolitique, ce n'est pas bon d'avoir un seul partenaire. Nous l'avons vécu quand il y avait un monde bipolaire, quand il y avait l'Union soviétique. Les Américains se sont arrangés pour décortiquer l'Union soviétique, qui se sont retrouvés à régner tout seuls. Et ben voilà où on est l'Afrique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un monde multipolaire qu'il faudrait, mais pour qu'il y ait un monde multipolaire, il faut aussi s'adresser à d'autres partenaires. La Russie qui est là en premier, c'est bien, mais aussi diversifier ses partenaires, ça aussi, ça peut être pas mal. Merci. Merci à vous, Lida Larbaoui. D'ailleurs, pour rassurer tous ceux qui nous suivent, le professeur Faustin Archange Touadéra avait clairement, ou du moins, s'était exprimé en disant qu'il ne ferme la porte à personne. Il est prêt à coopérer avec tout le monde. Alors, nous allons évoquer un autre sujet en rapport avec... Ça peut paraître un peu bizarre, mais nous revenons ce soir sur ces manifestations annoncées d'ailleurs du côté du Bénin. André Kistel Fanga, des manifestations se tiendront donc officiellement le 25 janvier prochain à Cotonou pour réclamer le retrait des forces militaires françaises du Bénin. Jusqu'ici, on se posait la question, y a-t-il réellement des troupes françaises du côté du Bénin? Selon la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, oui. Clairement, il y a cette force militaire française du côté du Bénin et sa présence, André Kistel Fanga, aggrave l'insécurité du pays. Ils ont pris pour prétexte la récente attaque terroriste, celle du 8 janvier dernier, qui a, entre autres, coûté la vie à plus de 20 éléments des forces de défense, à plus de 20 éléments de forces de défense et de sécurité. Du coup, on se pose la question, c'est quoi la pertinence justement de ces manifestations annoncées du côté du Bénin, réclamant une fois de plus le retrait des soldats français? Je vous ai expliqué que la stratégie française, par exemple, c'est la stratégie du pompier pyromane. La stratégie du pompier pyromane, c'est simplement ceci. On allume le feu et on se propose comme ceux qui doivent éteindre ce feu. On avait dit, il y a de cela quelque temps que, et d'ailleurs le général Tchani, lors d'une interview, avait précisé qu'il y avait des éléments français justement installés au Bénin pour déstabiliser le Niger. Chose que les autorités ont démenti. Ils ont démenti. Oui. Et maintenant, voici les Béninois eux-mêmes qui disent que non, il faut que les militaires français partent du Bénin. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond quelque part. Quand nous regardons cette attitude, nous savons tous que M. Talon, je vous l'ai toujours dit, est un agent de la CIA, un agent de l'impérialisme. Il est là, il a ses objectifs. D'ailleurs, il a pour modèle M. Alassane Dramane Ouattara. M. Alassane Dramane Ouattara avait annoncé un seul mandat, le voilà déjà au 4e qui s'annonce. M. Talon nous a annoncé un seul mandat, le voilà déjà au 2e, peut-être le 3e va venir bientôt. Donc, vous comprenez que tous sont moulés à la même école et ont les mêmes projets. C'est des menteurs. Ils ne vivent que dans le mensonge. Et aujourd'hui que le peuple béninois, sensibilisé, n'est-ce pas, taxé même de complotistes, ce peuple a dit, mais non, nous n'allons pas être des complotistes ou bien à participer à ce complot contre des pays frères, c'est-à-dire contre le Niger, contre les États de l'AES en général. Et donc,
nous allons nous mobiliser pour que ces bases militaires puissent, ces militaires français, n'est-ce pas, puissent partir de notre territoire. Et ça, c'est encore notre victoire d'avoir pu toucher un peuple qui, on pensait, était endormi. Ne voyait pas les agissements de son président. Oui. Ne voyait pas la trahison de M. Talon. Ne voyait pas la complicité malsaine de M. Talon avec les autorités françaises pour mettre en mal les frères d'à côté. Ça a commencé avec les oléoducs, les fermetures des frontières, etc., etc. Toutes ces choses-là qui ont dégradé, n'est-ce pas, les relations entre le Niger et le Bénin. Aujourd'hui que les Béninois se sont réveillés, on ne sait pas qui est allé les réveiller de leur sommeil. Peut-être comme Ibrahim Traoré a dit, ceux qui doivent se réveiller vont se réveiller. Et donc je pense que le discours, n'est-ce pas, porte ses fruits aujourd'hui. Oui. Et donc, le peuple béninois va se mobiliser pour chasser encore cette armée maudite, ces soldats maudits, ces gens qui sont les éléments du djihad même, il faut le dire ainsi. Alors, exiger aujourd'hui le retrait de ces soldats français, même si, nous le savons officiellement, il n'existe aucune base militaire française de ce côté, André Kisselfanga, est-ce pour ce collectif de nous dire clairement que la France serait impliquée, ou du moins est impliquée dans cette attaque terroriste, celle du 8 janvier dernier? On parle de... elle est décrite comme la plus meurtrière de l'histoire récente du Bénin, cette attaque terroriste du 8 janvier. Vous savez, quand vous êtes maudit, vous marchez avec la malédiction. Et ceux qui vous côtoient... On rappelle que l'attaque avait officiellement été revendiquée par le CHNIM. Mais je vous dis que quand vous êtes maudit et vous allez chez les gens, la malédiction la contamine la maison. L'armée française est une armée maudite. Et donc, où elle passe, elle traîne avec elle le terrorisme. Pour ne pas dire qu'en réalité, c'est une armée terroriste. Parce qu'à chaque fois que la France veut contrôler un espace, un lieu, une zone, elle crée justement ou le terrorisme, ou une guerre civile, ou des déclarations des ONG, ou bien des médias qui disent une chose, ou bien en fait qui crée un antagonisme quelque part pour qu'elle crée le besoin d'être présent. Donc il n'y a que nous qui pouvons juguler le problème de terrorisme dans votre territoire. Donc c'est les pompiers pyromanes. C'est eux qui ont mis le feu. C'est eux qui ont amené ces djihadistes. C'est eux qui ont amené ces terroristes. C'est eux qui les forment. C'est eux qui les arment. C'est eux qui font tout, qui les transportent même. Souvenez-vous de la Côte d'Ivoire, pour que les Dozo, les Comzones, les machins, tous ceux-là qui du nord pour atteindre Abidjan, ils étaient transportés par qui? Par les chars onusiens de l'ONUCI, par le 43e BIMA, ils étaient transportés par l'armée française pour les déposer à Abidjan. Parce qu'ils ne pouvaient pas franchir, n'est-ce pas, la barrière qui a été placée par l'armée régulière ivoirienne. Donc, vous comprenez que c'est une stratégie bien huilée, bien mise en place. Et donc, les Béninois sont, vraiment, nous disons Dieu merci, qu'ils se sont réveillés. Et qui démontrent à la face du monde maintenant les gros mensonges du gouvernement béninois. Eux qui ont longtemps dit qu'il n'y avait pas d'armée française dans leur territoire. Aujourd'hui, on va chasser les qui? Peut-être c'est une armée... Voilà, pour sortir des pays. Mais non, soyons sérieux. Ce qu'on va chasser maintenant du Bénin, là, c'est les qui? Ils sortent d'où? Mais alors que le général Tiani nous avait dit, il y a des soldats français installés au Bénin. La plupart des soldats qui ont été chassés du Mali, du Niger, se sont installés au Bénin et en Côte d'Ivoire. Voilà.
Alors, il est de notoriété publique que la présence des troupes militaires françaises dans les pays notamment colonisés dans le cadre de la coopération militaire n'a fait que créer et développer le terrorisme, a d'ailleurs affirmé le secrétaire général confédéral de ce syndicat en question. On parle de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin qui projette donc des manifestations pour le 25 janvier 2025. Une manifestation d'ailleurs, du moins des manifestations qui auront pour objectif d'exiger le départ de l'armée française, convaincu d'ailleurs que les troupes françaises créent le développement du terrorisme. Alors, le peuple béninois a-t-il été dupé par ses autorités, patient par fin d'homme, puisque la version officielle que nous avons des autorités, c'est qu'il n'y a jamais eu de soldats français au Bénin, ou encore moins de bases militaires. Mais là, quand la Confédération syndicale des travailleurs fait ce genre de sortie, elle nous dit le contraire. Écoutez, ce sont des Béninois. S'ils en arrivent à faire ces déclarations, cela veut dire que c'est sur la base, certainement, d'informations crédibles qu'ils ont. Bon, la manifestation est prévue pour le 25, c'est ça? Dans combien de jours? Dans une dizaine de jours. Moins de 10 jours d'ailleurs. Bon, c'est une très bonne chose. Comme ça, attendons voir ce qui va se passer. Une chose, c'est de dire qu'on va manifester. Une autre, c'est de savoir si elle aura vraiment lieu, cette manifestation. Non, mais à partir du moment où ils se présentent comme des soldats du panafricanisme déterminés à chasser la France de leur sol, comme l'ont fait les Nigériens, comme l'ont fait les Burkinabés, comme l'ont fait les Maliens, je crois qu'il ne faut pas qu'ils s'arrêtent au niveau de la parlotte. Il faut vraiment qu'ils descendent sur le terrain pour chasser ces soldats français, d'autant plus que les récriminations de leur présence, n'est-ce pas, conséquence de leur présence sur le sol qui a abouti, selon leur analyse, à la mort de leurs propres soldats, sont des préoccupations assez graves et grandes qui ne peuvent que mériter une réaction qui va dans le sens de l'effectivité de cette manifestation qu'ils ont programmée. Maintenant, attendez la manifestation, nous aurons tout le temps de discuter et de débattre de ce qui se passera après. Voilà. Alors, Linda, peut-être avant d'aller au standard, on va demander à la réalisation d'afficher les codes d'accès. Nous prendrons les premiers appelants de la soirée. Linda, que faut-il justement attendre de cet appel? De quoi faut-il aujourd'hui l'interpréter? Entre autres, Linda, cet appel lancé justement par cette confédération syndicale des travailleurs du Bénin qui exige le retrait des soldats français, allant pratiquement en contradiction avec les autorités béninoises qui ont jusqu'ici soutenu qu'il n'y avait pas de base militaire française au Bénin. Vous savez, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, quand ils ont signé pour l'indépendance, ils ont signé également pour avoir une présence militaire française. Donc le contraire serait un peu bizarre, puisque la France a existé sur le continent avec ses bases militaires et avec ses militaires. Maintenant, il y a une chose qui est transmissible, hein, c'est ce désir de vouloir se débarrasser des militaires et des bases militaires sur le continent, et c'est une excellente chose. On ne peut plus duper les peuples. On ne peut plus raconter n'importe quoi au peuple. Nous avons des médias intermédiaires aujourd'hui. Il y a le vôtre, il y a d'autres, et puis il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de chaînes, de réseaux sociaux qui diffusent des vérités et qui participent aussi à l'émancipation des peuples africains. Donc on ne peut plus duper les peuples, c'est terminé. Une base militaire coûte cher. L'argent qu'on met pour avoir une présence militaire, parce que nous payons aussi pour se faire taper dessus, hein. Nous donnons le bâton pour nous faire taper dessus. Donc ces bases qui coûtent cher, eh ben, on peut s'en débarrasser pour former une véritable armée patriote, où les enfants du pays justement rentrent dedans pour construire une véritable nation, un véritable pays, une véritable économie, au lieu de donner ça à des étrangers qui viennent chez nous et qui ne sont pas là pour nos intérêts, ils sont là pour leur intérêt plutôt. Donc, raconter n'importe quoi au peuple, ça ne marche plus. Et c'est une très bonne chose. Les médias intermédiaires de la propagande occidentale font du bon travail. La propagande occidentale, elle est en train de se faire chasser aussi du continent. Combien de pays ont demandé justement à ce que
tous ces médias soient fermés. Les peuples aussi. Il y a eu des manifestations au Mali, au Niger, Burkina, contre les médias mensonges. Donc, on n'attend plus après LCI aujourd'hui ou France 24 pour avoir les informations. Et c'est ça qui fait que l'Afrique retrouvera bientôt son indépendance totale. C'est coupé ou quoi? D'ailleurs, M. Kamdem est avec nous. Alors bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir au patron. Bonjour, sur le cas du Bénin. Il y a quelques jours, le président béninois Patrice Talon a reçu, n'est-ce pas, son armée. Au niveau du Bénin. Et lorsqu'il leur remettait ces bâtiments en guise de caserne, a dit, je me rappelle, il a bien dit, le Bénin s'efforce par ma personne à vous construire les casernes pour que vous travaillez dans de meilleures conditions. Alors, lorsqu'il a dit, il répète, il retoque en disant, bien que certains pays africains se disent que c'est la France qui investit pour nous ou alors nous sommes dans une base française. Lorsque vous voyez les bâtiments en question, je vous dis, c'est l'architecture française. C'est l'architecture française. Ce jour, il a reçu une cinquantaine de militaires, c'est-à-dire officiers, hauts gradés, sous-officiers et hommes de rang. Il l'a dit. Donc, je ne suis pas surpris. Ce qui dérange M. Patrice Talon, c'est l'hypocrisie. Il faut être clair, c'est l'hypocrisie. Parce que, voyez-vous, lorsqu'il se plaçait sur le perron du palais présidentiel pour attaquer le Niger et le Burkina Faso, n'est-ce pas, et éventuellement le Mali, il disait qu'il était prêt et qu'il avait tous les moyens nécessaires. M. Patrice Talon comptait le plus sur la base arrière, n'est-ce pas, de l'armée française qui se trouvait au Bénin. Et au départ, la preuve, il s'est contredit, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs un mensonge d'État. Puisqu'au départ, il a nié qu'il n'y avait aucune base militaire française dans son pays. Il l'a carrément nié. Alors, si au jour d'aujourd'hui, les Béninois ont compris que la grande école que vous avez créée avec des grands professeurs comme le patriarche Papendom et Patrick Pagaï et les autres, alors si cette grande école d'éveil a vraiment, n'est-ce pas, réveillé les consciences des Béninois, Quelques petits soucis de liaison avec M. Kamdem. J'espère qu'on aura le temps, du moins, j'espère qu'on pourra d'ailleurs repartir au standard dans quelques instants seulement. D'ailleurs, vous revenez quand vous voulez, M. Kamdem, les codes d'accès restent affichés. On va essayer avec Zerfel qui réagit sur Skype. Bonsoir à vous, Zerfel. Ok, bonsoir Anglais, bonsoir à tous les appelants. Je salue le doyen et puis mon frère Fanga. Et sans oublier mes frères qui sont à la partie technique et puis les deux dames. Voyez-vous, je vais commencer par Centrafrique. Voyez-vous, parce qu'on a tellement crié maintenant. Il a compris, hein, parce que tout ce qu'on disait là, c'est rentré dans ses oreilles. Comment tu peux avoir toutes ces choses dans ton bureau et puis tu laisses ça et puis tu t'envoies les Français? Parce que le plus souvent, nous, on parle là. Ce n'est pas parce que on veut faire ou on veut détruire le monsieur. Non. Parce qu'il y a la réalité des choses. Que quand tu vis là, quand il y a une réalité devant toi, quand les gens te tournent le dos, ce n'est pas la peine de courir derrière eux. Alors, il est parti, c'est les premiers pays d'abord, quand je dis l'Europe, c'est quand il a pris le pouvoir, le premier mandat là. C'est là-bas qu'il est parti, non? On l'a envoyé chier, excusez-moi du mot. Donc, quand il est revenu, il est parti voir son frère de la Guinée équatoriale. Il lui a donné un peu de militaires et quelques munitions. Il est venu se positionner un peu dans son pays. Mais quelque chose l'a tapé dans la tête. Il dit, donc, je m'en vais voir ailleurs. Et quand il est parti voir ailleurs, là, il a eu des bonnes choses là-bas. Alors, pourquoi ne pas continuer là-bas et puis 1, 2, 3, il prend l'avion, ça va en France? C'est ça qui énerve les gens. Moi, je ne peux pas admettre ce genre de comportement des politiciens là.
Moi, je ne peux pas vous comprendre, quoi. Comme moi, je ne peux pas faire politique, parce que moi, je suis trop direct pour faire politique. Parce que vous, les politiciens, vous voyez la ligne droite, mais vous allez passer jusqu'à faire des courbes avant d'arriver au point B. Moi, je ne sais pas faire ça. Parce que nous qui faisons la technique, là, c'est direct. Parce que tu calcules et puis tu arrives en même temps. Parce que le monsieur, tout cet argent qui est sous ses pieds, là, bien sûr que monsieur, il y a l'embargo, là. Ceux qui peuvent l'aider pour que l'embargo quitte, là, il n'a qu'à aller le voir, c'est Poutine. Et puis c'est propre. Pourquoi aller en France? Maintenant, il va là-bas, maintenant, il sort tous les dossiers, ce qu'il a besoin, là. Est-ce que le monsieur va refuser? Vous allez voir demain que ça a rempli les bateaux, ça va revenir, ça va passer par le Cameroun d'abord avant d'arriver chez lui. Là-bas, vous allez voir les choses qu'il a reçues. Pourquoi il perd son temps? Parce que bientôt, il doit avoir les élections. Moi, je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il est parti là-bas. Sinon, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il est il a le dos au mur. Sur le plan agriculture, ainsi de suite, tout ce qu'il a cité, que j'ai entendu là. Il avait ça sous la main. Pourquoi ne pas aller là-bas depuis qu'il a attendu des années avant d'aller là-bas? C'est quand même cohérent avec nous-mêmes. Alors, bon, moi, je vais parler de choses du Bénin. Comme il y a trop d'appelants, maintenant, on dit c'est 2 minutes. Et comment dire, voyez-vous, ce qu'on disait avant, là, parce que c'est que tu ne vas pas continuer là. Tu n'as pas ta poitrine pour dire que je. Il s'est aligné avec Draman. Oh, Draman, lui, il est toujours couché en bas des choses, comment dire, de Macron. Et c'est-à-dire que Draman, il est devenu tapis rouge pour Macron. Donc, 1, 2, 3, lui, il n'a pas compris ça. Il était positionné pour aller bombarder ses frères. Quand ses frères lui disaient que toi, là, tu dépends de moi. Sans moi, là, sans je ne viens pas te donner l'argent, tu ne peux pas nourrir tes enfants, là. Il ne croyait pas. Maintenant, ceux qu'il a mis pour qu'il vienne attaquer ses frères, là, ils lui ont donné une gifle correcte. Excusez-moi, de ceux qui sont tombés. Ce n'est pas leur... Je ne pas leurs choses, comment dirais-je, leurs cadavres, mais c'est celui qui est au pouvoir, là. C'est de lui que je parle. Parce que ce qu'il a fait, aujourd'hui, quand les gens disaient qu'il y a les Français qui sont là, qui veulent faire du mal, il dit non, il n'y a pas Français. Non, même son général. Voici des militaires qui ne sont même pas cohérents. Pourquoi? Ils ont fait une formation. Parce que j'ai un individu qui t'a nommé, dont tu ne peux pas dire la vérité. Même toi, tes frères aujourd'hui, tes frères sont tombés là. Et c'est vraiment, je ne sais pas si tu as des parents dedans ou si tu as tes enfants dedans. Alors, donc, quand il y a la vérité, là, il faut dire. Parce que vous êtes en face du feu. Je parle des soldats. Vous êtes en face du feu. À moins d'erreur, c'est à vous d'abord qui soient affrontés à ce genre de trucs avant qu'on arrive sur les civils. Alors, donc, quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, on a vu maintenant que le monsieur a menti tout le temps qu'il était là. Le Niger te donnait l'argent gratuitement, c'est ça que toi, tu veux faire le malicieux. On te donnait des millions par an, que toi, tu ne travailles pas, tranquille, cadeau. Tu veux, non, ça ne passe pas. Ok, tu as posé ta signature quelque part avant qu'on arrive chez toi là. Ça, donc, il faut que nous, les Africains, on se ressaisisse. Il faut qu'on prenne notre décision maintenant parce que tous ceux, moi je dis 2025 là, tous ces candidats qui veulent se positionner pour diriger un pays africain cette année-là, il faut qu'il fasse clair sur les citoyens. Si tu n'es pas clair avec les citoyens, ce n'est pas la peine de venir sur les plateaux de télévision pour chanter dans les oreilles des gens. Merci, je m'arrête là. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ok, Maïga Boubacar depuis Dori. Bonjour à M. Nguéné, bonjour à toute l'équipe de Forum Média. Merci aux panélistes, au grand frère qui est de l'autre côté, à Linda. Merci à tout le monde. Mon intervention porte premièrement sur le Bénin. C'est ça qui est à côté de moi. Moi, je crois que la question du Bénin... Oh là là. Je crois que la question du Bénin est une question assez simple. Le gars, il a trop menti à son peuple. La vérité a fini par surgir. Il a tellement menti au peuple béninois. Il a menti depuis le début
jusqu'à l'heure actuelle, depuis les sanctions contre le Niger, jusqu'à l'heure où je vous parle, il continue de mentir. Et le peuple s'est rendu compte de son mensonge. Et quand le peuple s'est rendu compte de son mensonge, qu'est-ce que le peuple en fait? C'est comment on appelle la société civile, les centrales syndicales. C'est elles qui se sont unies maintenant. Ce qu'il ne comprend pas, dans l'histoire des centrales syndicales, c'est des gens très têtus. C'est-à-dire que quand les centrales syndicales se lèvent, ils attrapent la main. Puis ils arrivent à finir avec la main, ils attrapent l'avant-bras. Ils vont à l'épaule. Et finalement, ils te terrassent. Donc le Bénin est au bord d'un soulèvement populaire. Le travail qui doit se faire maintenant, la situation post-talon, comment il faut la gérer et comment faire pour que des sérieux panafricanistes et des hommes honnêtes prennent position. Sinon, moi j'ai l'impression que c'est fini. À partir du moment où vous voyez la société civile, les centrales syndicales s'unir contre un dirigeant, il faut savoir que ce dirigeant n'a plus de crédibilité auprès du peuple. Et puis, il y a un des enseignements que je vais citer qui dit que l'évolution des peuples et de l'évolution des mentalités du peuple ressemble à une spirale. Et c'est dans cette spirale, on peut être à un niveau de la spirale, on se croit à un niveau inférieur, alors qu'on est à un niveau supérieur. Donc, Talon a tellement pris les gens qu'il y a eu une période où les Béninois croyaient en lui et se croyaient à un niveau inférieur, pour ceux qui ont compris, ceux qui ne dormaient pas. Mais ils se rendent compte que c'est une spirale. Ils sont en fait au sommet. Ils sont carrément au sommet. Et donc, il faut s'apprêter à un soulèvement populaire. C'est ce qui va se préparer. Non, mais on ne peut pas... Voilà. Monsieur Maïga Boubacar, on ne peut pas appeler à une insurrection, à un soulèvement populaire au Bénin. Gratuitement sous les bandes françaises. Merci à vous, monsieur Maïga Boubacar, depuis Dori au Burkina Faso. Je rappelle d'ailleurs qu'on ne peut pas appeler à un soulèvement, encore moins à une insurrection du côté du Bénin. Pour l'instant, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin dit vouloir manifester, et ce pacifiquement, pour exiger le retrait des soldats français. On va se limiter à cette communication et ne pas mettre de l'huile sur le feu. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons de toutes les façons. Alors, nous prenons M. Peter. Bonsoir à vous. Merci, Constantin. Je salue les invités, Mme Nardaoui, M. André Christel Otanga. Je veux donner mon point de vue sur cette thématique. Je commence d'abord par le ceasefire d'Israël. Ça m'a fait un peu sourire quand j'ai vu le title, parce que depuis quelques jours, j'étais en train de suivre un peu les informations sur les chaînes non censurées, où certains experts, certains experts ont parlé, c'est que Douglas McGregor, un Scott Ritter, et puis un ex-colonel de la CIA qui a dit qu'Israël est complètement désarmé, complètement épuisé. L'armée d'Israël s'est cassé la tête dans le front de Gaza, malgré tout ce qu'elle a pu faire comme bombardement. Mais la résistance est toujours là. Mais surtout, le point le plus essentiel, c'est qu'ils sont en cours d'armement. Or, l'administration de Joe Biden, qui lui fournissait le nécessaire pour pouvoir faire cette guerre, va vers sa sortie, puisqu'il y a M. Donald Trump qui arrive avec un autre esprit. Même si Israël fait partie quand même du précaré américain, mais étant donné qu'il y a un conflit majeur qui implique l'OTAN, l'existence même de l'OTAN avec M. Poutine, il est obligé d'aller un peu avec beaucoup d'eau dans le bain. Si bien qu'on suppose que des conseils ont été donnés à M. Netanyahu sur une vague en guerre, de faire profil bas et de trouver une solution de ceasefire. Et c'est ce pourquoi ils sont en train actuellement d'aboutir. Sinon, d'après ce qui s'était passé quelques jours auparavant, les Houthis ont lancé des attaques très meurtrières sur Israël, qui étaient sans réponse par rapport aux missiles hypersoniques qu'ils ont lancés. Donc du coup, on voit que le rapport de force commence à basculer
quand bien même on sait quand même que l'armée israélienne est une armée très sophistiquée, mais là, on constate vraiment un échec majeur depuis 468 jours, hein, quoi qu'on dise. Ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient, même si la Syrie n'a plus Bachar el-Assad, mais ça ne suffit pas. Donc, du coup, on est un peu dans une sorte de pause géopolitique et de pause diplomatique. Tout dépendra de comment ils vont discuter lorsque Trump va prendre le statut et plus voir sa nouvelle politique internationale, surtout dans le Moyen-Orient, où les États-Unis ont beaucoup d'intérêt et ils tiennent absolument à garder un régime militaire dans cette région. Maintenant, excusez-moi, si je vais aborder le problème du Bénin, j'avais entendu dire aujourd'hui, on m'avait même emmené une dépêche qu'un général béninois aurait tenu un discours d'apaisement vis-à-vis du Burkina Faso, comme si on essayait un peu d'atténuer la violence. Quand bien même, vous-même vous l'avez souligné que les syndicalistes se sont révoltés, mais écoutez, M. Guéné, c'est un peu tiède là, il ne faut pas se leurrer, même si ça paraît comme un titre que ça a été effectif, mais connaissant les intérêts de la France, les intérêts stratégiques de la France au Bénin, je ne crois pas que M. Talon soit à même de pouvoir céder à une telle pression. Il a le doigt dans la bouche de la France et c'est très compliqué. Quand tu mets ton doigt dans la bouche d'un politique français, c'est-à-dire Quai d'Orsay ou que ce soit l'Élysée, tu ne peux pas l'enlever parce que tu risques de te faire mort de ne plus avoir le doigt dans la main. Donc, il est obligé de rester toujours dans la soumission, quel que soit ce qui va se passer. Mais, je dis bien mais, si le peuple béninois est déterminé, comme le peuple sénégalais l'était au temps de Macky Sall, lorsque Ousmane Sonko était en vogue, en ce moment-là, il fera face maintenant soit à la démocratie, soit à la dictature, c'est-à-dire marquer le peuple, etc., un peu comme Macky Sall l'a fait avec les émeutes de Ziguinchor. Et là, tout le monde va juger le Bénin dont on croyait être une démocratie naissante. Maintenant, qu'est-ce que la France va dire? Ça, pour sortir, M. Peter. Ils sont toujours... Oui, je termine là. Je dis, ils sont dans un raisonnement à géométrie variable. Quand ça les arrange, c'est bon. Quand ça les arrange pas, c'est silence radio. Je m'arrête ici. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous, M. Peter, depuis l'Écosse. Encore 12 minutes à passer à vos côtés. On va prendre d'autres appelants. Allô, bonsoir et bienvenue. Alors, j'ai fait bien de parler sur vos antennes qui disaient que le président centrafricain ne devait pas aller en France, que pourquoi il part en France. Il faut comprendre les géopolitiques. La Centrafrique, là, ce président-là, quand il déplace, là, il ne se déplace pas au hasard. Ce président ne se déplace pas comme avant. Avant, la France pouvait convoquer ses poulains. La Centrafrique ne peut pas se renfermer. Aller en France, ce n'est pas un crime. Vous voulez que le président centrafricain, il n'a plus le droit d'aller en France, aller travailler avec les partenaires pour les Centrafricains? Nous ne sommes pas contre que le président parte en France. Si le président part en France, qui peut amener quelque chose pour les Centrafricains? On a toujours besoin de la France. On n'a pas besoin de la France qui va venir nous dominer. Mais ce président-là, il a pu élever les défis. S'il part en France, ils vont discuter des choses en table parce qu'il a élevé les défis de son pays. Vous voulez que les présidents maintenant, ils ne parlent plus quelque part? Si ce n'est pas en Russie, il ne doit plus aller à quelque part pour traiter des affaires. Arrêtez ça, quittez dans l'émotion panafricanisme. Le monde est vaste. Tes ennemis hier, là, ils peuvent être tes bons ennemis le demain. Il faut que ce président, le président français, à l'époque, ce qu'il pouvait faire à Centrafrique, là, il ne peut plus le faire ça à Centrafrique maintenant. Donc, maintenant, ils vont discuter des partenariats dans tous les secteurs. Arrêtons ça, arrêtons ça. Pourquoi il s'en va en France? Non, ça, quittez dans l'émotion. Ce président-là, il connaît ce qu'il fait. Avant qu'il parle à quelque part, là, ils ont déjà étudié ce qu'ils vont aller discuter. Ils ne se laissent pas partir en France comme un tourisme. Quittons dans ça, mes frères, quittons dans ça. Quittons dans ça. Et pour revenir directement au Bénin,
Ce n'est pas le président Talon. Quand Ibrahim Traoré a dit qu'il y a des bases militaires à Porga, ce n'est pas le président Talon qui a... Jusqu'à il a sorti son chef d'état-major des armées, de venir dans les plateaux, inciter le président capitaine Ibrahim Traoré. Quand le président il a dénoncé qu'il y a une militaire base à Porga, maintenant les Béninois ils se sont réveillés, non? Voilà, le chef de Vaudou, hier, il a dit que lui, il a constitué le Vaudou. Le Vaudou dit que Patrick Talon doit faire un 3e mandat. Maintenant, le Vaudou parle de 3e mandat. Vous voyez les Béninois? Vous voyez les Béninois? Levez-vous, si vous ne levez pas là. Ce qui est arrivé au Burkina, ce qui est arrivé au Niger, ça va arriver dans votre pays. Ce n'est pas mon souhait. Hein. Si levez-vous, hein. Merci beaucoup et bonne soirée. C'est donc que vous disons merci pour votre contribution au Standard. Je ne sais pas si nous avons, ou du moins M. Kamdem est de retour, on lui donne 1 minute pour conclure. Tout à l'heure, nous avons été coupés. M. Kamdem. Alors, je pense qu'on va prendre quelqu'un d'autre. Bonsoir les panels. Voilà. C'est Mohamed. J'appelle au niveau des États-Unis en ce moment-ci. C'est pour apporter ma modeste contribution au débat. Bon, moi, premièrement, ce qui se passe au Bénin, je pense que nous sommes vraiment contents que les Béninois se réveillent enfin. Parce qu'on attendait cela pendant longtemps. Le Bénin a causé trop de torts au pays de l'AIS et dans la sous-région. Parce que si l'on comprend très bien ce qui se passe au Bénin, c'est vraiment décevant à ce que le Bénin se tourne le dos, surtout à son premier partenaire qui est le Niger. Premier partenaire qui est le Niger, économiquement parlant. Et à travers ça, le président est rentré dans une sphère de mensonges. Et il fait que mentir à sa population et à lui-même. Et en disant de balivernes, des trucs infondés. Et tout parce qu'il est sous, comment s'appelle, la menace de la tutelle, qui est la France. Et en abandonnant sa propre population. Et vraiment, maintenant, si le Béninois se réveille, c'est parce qu'il est grand temps. Sinon, il va foutre ce pays-là, excusez-moi du langage, en l'air, quoi. Parce que l'Afrique, nous voulons une unité solide, militaire, économique, culturelle, sur tous les plans. Et l'Afrique a le potentiel vraiment de s'afficher dans le ring des grands aussi. Parce que si l'Afrique s'unit, on peut conquérir l'Europe, on peut conquérir les États de l'Amérique du Nord et tout cela. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, mais seulement nous manquons d'organisation. Et sur ce point, je peux dire, les deux fléaux de l'Afrique de l'Ouest, c'est surtout M. Abdraman Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, et le Bénin. Ces deux-là, je pense qu'ils ont allaité sous la mamelle de, comment ça s'appelle, du mensonge, quoi. Parce qu'ils ne disent jamais la vérité. Ils sont toujours dans les micmacs, essayer d'embobiner tout le monde, et en croyant qu'il n'y a pas d'intellectuels. C'est comme si, comme on le dit, ils veulent amener des moutons au pâturage. Et vraiment, il est grand temps qu'on sache faire partie de ces deux-là. Moi, je ne veux pas appeler d'insurrection ou bien de révolte, oui. Mais populairement, et à travers une idée centrale que tout le monde partage, avec les panafricains, on peut les faire partir. Voilà, soit aux urnes, soit avec une détermination farouche de la population et souveraine. Voilà ce que je peux dire sur ce plan. De l'autre côté, le président Archange Touadéra, lui aussi sa démarche, il a commencé à voir clair maintenant, parce qu'il sait que maintenant, il ne peut pas compter sur la même France qui lui a mis dans tous ses pétrins et essaie de
coopérer avec lui. Voilà, donc maintenant, s'il essaye d'aller vers la Russie, essayer de diversifier et avoir des partenariats sincères, je pense que ce n'est qu'à saluer. Et l'Afrique, on demande que 2025 là soit une année de prospérité et vraiment de développement sincère à travers toute l'Afrique. Nous voulons une union en Afrique. Que cela viendra de l'AES, ça sera une bonne chose. Mais vraiment, on sait qu'avec la CEDEAO, là, on n'a qu'à mettre ça à côté. Voilà. Merci à vous, Mohamed. Vraiment réfléchir comment s'unir, comment vraiment apporter de l'aide l'un de l'autre, quoi, pour essayer d'aller en avant. Merci à vous, Mohamed. Merci pour votre contribution. Nous prenons un dernier appelant avant de revenir conclure l'émission aux côtés de nos invités. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Mon frère Guédéon a été un peu interrompu. Alors, je suis en vous disant que... Oui, en 30 secondes, pour conclure, M. Kamdem. Le chef d'état-major vient également de trahir toute l'armée béninoise tout entière. Alors, il faut oui, mais c'est parce que qui est acquis de la stabilisation du Niger, du Mali. Alors, difficile cette communication avec vous, M. Kamdem, difficile justement de pouvoir vous écouter convenablement ce soir. Il y a trop d'interruptions. Je pense qu'on peut prendre un dernier appelant, je ne sais pas trop, en 2 minutes, avec le concours de la réalisation. On fait plaisir à un dernier, au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguéné, bonsoir à votre équipe. Je veux dire un spécial salut, bonsoir à Madame Larbaoui. Ma femme est algérienne, elle est de Cherchel. C'est Chams de l'Angleterre. Elle a dit Satek, Madame Larbaoui. Satek, je pense, elle a dit. Monsieur Nguéné, rapidement pour dire que vraiment, je pense, ce qui se passe maintenant au Bénin, c'est le réveil total des Africains qui se préparent, particulièrement les panafricanistes. Vous voyez, il y avait, je pense, au début de l'année dernière, qu'un journaliste français avait fait... Ce n'était pas un journaliste des grands médias, mais plutôt les private investigators. Il a fait un montage concernant les bases militaires françaises au Bénin. Et c'est vrai que ça se trouve qu'il y avait des bases. On a affirmé ça et notre président Tchani, parce que je suis du Niger, est sorti pour dénoncer ce qui se passe en cette année. Et maintenant, voilà, les Béninois même révoltent à ce qui concerne les bases militaires dans leur pays. Et quand M. Talon, le président Talon, sort pour dénoncer ce que le président Tchani avait dit, ou bien d'inviter les autorités nigériennes à venir voir d'eux-mêmes, cela prouve que vraiment, je pense que c'est un de vos invités qui a dit ça, tout ce qui se passe entre ces chefs d'État, ce n'est plus diplomatie, ce n'est plus la diplomatie, mais plutôt les gens sont en train de mentir à leur peuple et surtout en train de ruiner à leur peuple aussi. La deuxième chose que je vais affronter rapidement, je pense que nous allons revenir sur le plateau, un dernier tour de table rapide, messieurs, sur les différentes thématiques. Vous avez écouté les téléspectateurs. André Kistelfanga, je commence par vous pour ce dernier tour de table. Alors, que doivent faire les autorités béninoises? Vont-elles céder face à cette pression populaire qui est mise clairement par le biais de la Confédération syndicale des travailleurs? Je vous ai dit que personne ne volera notre victoire. La victoire des panafricains, c'est que tous ceux qui ne sont pas en étroite collaboration avec le peuple, tout dirigeant bien sûr, ils risquent d'avoir des mouvements qui vont peut-être les renverser. Je pense qu'aujourd'hui, le Bénin est sur la voie royale avec ce syndicat, c'est-à-dire créer des mouvements pour dénoncer, n'est-ce pas, pour dire que non, on ne veut plus des Français.
Je voulais revenir très rapidement sur le cas centrafricain. Oui. Avant que le président Faustin-Archange Touadéra ne parte en Russie, il était au Burkina Faso. Il y a quelques jours. Il y a de cela quelques jours. Donc vous voyez qu'il a un agenda. Et vous voyez le partenariat Russie-Burkina Faso, n'est-ce pas, ce que ça produit comme résultat. Et donc, vous voyez que de manière claire, et vous voyez comment le capitaine Ibrahim Traoré a été accueilli lors du dernier sommet Russie-Afrique, où il était positionné. Donc, vous comprenez que sûrement, il a dit quelque chose d'extrêmement important au professeur Archange Touadéra lors de sa visite, en lui disant, OK, tu veux quelque chose pour ton pays, alors voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut dire, voici des éléments. Je pense que ça a été un élément, un apport de plus, n'est-ce pas, pour l'agenda du professeur Archange Touadéra, pour justement nous produire ce genre de résultats avec une liste complète, n'est-ce pas, des éléments qu'il faut pour le développement de son pays. Merci à vous, André Kistel Fanga. Linda Larbaoui, pour sortir de l'émission, du côté, bien sûr, de Gaza, ce que nous souhaitons tous, c'est que le calvaire, entre autres, du peuple palestinien prenne fin. On parle de plusieurs mois de génocide pratiquement, perpétré d'ailleurs par Israël dans la bande de Gaza. Vous avez salué justement d'entrée l'accord de cessez-le-feu qui a été trouvé, ceci justement grâce à 3 pays qui sont, ou du moins qui ont joué un rôle prépondérant. On parle du Qatar, on parle de la Turquie, mais on parle également de l'Égypte. Alors, j'imagine qu'au sortir de l'émission, l'optimisme reste le même, Linda? Oui, pour la première fois, on parle de la création d'un État palestinien. Les négociations ont déjà commencé. Israël s'oppose à ce qu'il y ait un État palestinien armé. Et ils veulent en faire un deuxième Vatican. Mais le peuple palestinien qui a payé très cher pour récupérer la parole, je crois qu'il ne laissera pas faire, d'autant plus que Hamas veut s'allier avec le reste des Palestiniens, notamment Fatah, qui sont en Cisjordanie pour rester en un seul peuple. Il faut que le peuple palestinien reste solidaire entre lui. Comme ça, ce qui va se passer à Gaza se passera également côté Cisjordanie et ils sont en bonne voie. C'est pas demain la veille, je vous le dis, hein, mais c'est déjà ça et ils ont au moins la parole. C'est eux qui ont négocié pour la sortie de cette crise. Et merci à vous. Merci à vous, Linda Larbaoui. Un patient parfum d'homme pour sortir sur le sujet du Centrafrique, professeur Faustin-Archange Touadéra. Il achève sa visite dans quelques heures seulement du côté de la Russie. Vous avez également salué justement la vision du chef de l'État centrafricain, mais surtout, vous avez pris sur vous. Vous avez pris des coups quand vous avez soutenu sur les antennes de For You Media Africa qu'il n'avait aucunement dévié de sa trajectoire, le professeur Faustin-Archange Touadéra. Le même avis, vous le gardez et vous mourrez avec vos idées, patient parfum d'homme. Non, pas mourir, je vais vivre avec mes idées, parce que ce sont des idées de vérité. C'est une façon de parler. Ce sont des idées de vérité et de justice. Là encore, il y a un autre saillie, quand les gens disent il a été là pour prendre conseil, on lui a dit de faire comme ça. Il y a également l'argument électoraliste qui est avancé. Oui, les gens disent tout et n'importe quoi. Qu'il préparerait, entre autres, des élections. Tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. S'il n'avait rien fait, on aurait dit qu'il n'a rien fait. Maintenant, qu'il déroule son programme, on dit c'est parce que Ibrahim Traoré, qui est son fils, lui aurait donné des conseils. On dit que parce qu'il prépare des élections. Je vous rappelle que le premier pays qui opère une rupture avec la France et se rapproche de la République centrafricaine et appelle les troupes russes sur son sol, c'est la République centrafricaine, le président Faustin-Archange Touadéra qui se rapproche de la Russie. Donc il ne faut pas l'oublier. Maintenant, quelqu'un nous a appelé, je crois, d'Angleterre. Il a été très, très clair. Pourquoi les Africains ont peur de plus en plus? On a peur même de notre ombre. Nous sommes devenus, quand on est un État souverain, on ne tremble pas, on négocie tout. Là, coup sur coup, vous avez eu la levée d'embargo sur le diamant
centrafricain. Vous croyez que ça s'est passé comment? Même le FMI a été obligé de revenir sur un certain nombre de dispositions qui entravaient le financement de l'économie centrafricaine. Vous pensez que c'était tout? Le président Faustin Archange Touadéra a repris une tournée africaine et qui aboutit encore là maintenant à une énième visite en Russie, parce que ce n'est pas la première non plus, cher ami. Il consolide tout simplement ce qu'il a commencé à faire depuis un certain nombre de temps. Là, parce que peut-être sur le plan médiatique, on nous montre que le fait qu'il décline... On a l'impression que celle-ci a un caractère bien assez particulier. Oui, mais parce que sur le plan militaire, pour appeler l'armée russe en Centrafrique, il fallait opérer plusieurs subterfuges. L'horizon n'était pas encore aussi clair. Aujourd'hui que l'horizon est dégagé, il peut maintenant articuler de manière formelle, n'est-ce pas, ce qu'il espère avoir sur le plan économique pour lancer le véritable chantier de développement de son pays et de la sous-région. C'est-à-dire, encore une fois de plus, bravo à mon champion, le président Faustin Archange Touadéra. Vous êtes un véritable leader de la conscience panafricaine et je vous dis merci, cher Monsieur le Président. Merci à vous, patient parfum d'homme, André Kistel Fanga, Linda Larbaoui, les invités de cette émission du Point sur l'actualité, l'avant-dernière livraison d'ailleurs de cette semaine, édition du 16 janvier 2025. Merci également à nos nombreux téléspectateurs, auditeurs, pour ceux qui nous prennent en relais via les ondes de la 96.3 FM. Merci également à tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, du moins, entre autres, X, puisque cela a été remplacé, il y a Belle Lurette, entre autres, Telegram surtout, on ne saurait oublier également ceux qui nous prennent en relais de ce côté. Merci à la grande équipe du côté de la réalisation, portez-vous bien.